Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il n'y a aucun doute que le 12 décembre prochain sera une date cruciale dans l'histoire d'Algérie, qui pourrait décider de la suite des événements actuels, ouvrir la voie à une véritable transition politique pour la restitution pleine et entière aux Algériens de leur souveraineté sur leur propre destin. Et plus nous nous en approchons, plus les tensions montent, plus le régime semble acculé, et plus il donne des signes très inquiétants de panique. Une campagne électorale qui se déroule quasiment à huis clos, dans des salles presque vides, des candidats qui sont hués partout où ils font leur apparition, des arrestations, des condamnations à de lourdes peines de prison et des incarcérations immédiates de manifestants qui scandaient pourtant très pacifiquement leur rejet de ces élections. Mais une question se pose, dont tout le monde a pourtant la réponse. Pourquoi ce régime s'obstine-t-il à imposer coûte que coûte et contre la volonté très fortement exprimée des Algériens, une volonté manifeste, ces élections qui ne présentent aucune garantie de sincérité et de transparence et dont tout le monde sait qu'elles seront massivement boycottées? Et quel est ce déni que manifeste ouvertement le chef de l'armée, le vrai maître du pays en ce moment, sur ce qu'il voit pourtant de ses propres yeux et de ce qu'il entend de ses propres oreilles? Une contestation très forte de ces élections, un rejet massif de sa propre personne et de tout l'état-major. Le refus des Algériens d'un pouvoir militaire qui apparaît aujourd'hui sous son véritable jour. Le refus des Algériens de ces élections, l'inconstitutionnalité de ce chef d'État, M. Ben Saleh, de ce chef d'État intérimaire qu'on ne voit plus ces derniers temps, alors qu'il est censé avoir été reconduit, de façon anticonstitutionnelle par ailleurs, pour organiser ces élections et les superviser. Et on ne le voit plus, on ne l'entend pas. En tous les cas, et très visiblement, la tension monte. Des appels sont lancés ici et là pour faire monter en cadence la protesta, en Algérie et à l'étranger. Certains appellent même à la grève générale et à la désobéissance civile. Le 22 novembre, après-demain, sera le 40e vendredi du Hirak. Des appels sont déjà lancés pour en faire la journée de protestation la plus forte depuis le 22 février, en réponse, justement, à ces groupuscules de cachiristes, comme les appellent les Algériens, que le régime paye en bon argent, qu'il ramène dans ses bus, qu'il protège avec sa police, dont il relaie la présence avec ses médias. Pourquoi? Parce qu'ils ont été payés pour le soutenir et dire qu'ils sont pour les élections. Et qui sont pourtant hués partout où ils se montrent. Le discours très menaçant du chef de l'armée et cette apparition d'un milicien qui menace ouvertement les Algériens qui s'opposent aux élections en brandissant une Kalachnikov sont autant de signes inquiétants. Et le plus grave se trouve dans ces discours de certains acteurs proches du régime, dont des politiciens, dont des députés, dont des chefs de parti entre guillemets bien sûr,
qui désigne ouvertement comme ennemi à réduire toute une région qui se distingue pourtant par sa très forte mobilisation pour une Algérie fraternelle et libérée du despotisme. À l'approche du 12 décembre, la tension monte. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Brahim Snoussi, universitaire et militant. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, encore une fois. Vous nous venez de Mascara, Oui, Mascar, absolument. que je connais très bien, que j'aime beaucoup, et dans laquelle j'ai travaillé. Mascara te le rend bien. Ah, merci beaucoup. J'adore cette ville et j'adore les gens de Mascara. Pour leur humour, on en parlait tout à l'heure. Oui. Alors, Araf Azzi, militant pour la démocratie. Araf Azzi, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamel. Merci pour notre ami Ibrahim qui nous arrive d'Algérie, ça fait plaisir. Oui. Je crois que c'est la première émission, la seule émission qu'on fait ensemble. C'est la première, je crois qu'on fait ensemble. C'est la première, et pourtant on se connaît. Oui. Ça fait plaisir, c'est un honneur pour moi de nous retrouver tous ensemble. Merci beaucoup. Voilà. C'est surtout un plaisir. Alors, nous aurons au téléphone Issa Rahmoun, Maître Issa Rahmoun, que nous venons de perdre, que nous allons essayer de joindre de nouveau, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui sera avec nous depuis Alger, et Rochdi Alioui, analyste universitaire, analyste politique et universitaire aux États-Unis d'Amérique, aux USA, qui sera avec nous en Skype, je crois. Alors, Rochdi Alioui, merci d'être avec nous. Merci à vous et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par vous, puisque nous vous avons. Rochdi Alioui, le 12 approche à grands pas, et c'est, qu'on le veuille ou non, et selon tout le monde, quel que soit le camp auquel ils appartiennent, le 12 sera une date, non pas butoir, mais une date cruciale, une croisée des chemins où, à partir de laquelle plus rien ne sera comme avant. Qu'est-ce que vous en pensez et comment ça va se passer selon vous? C'est difficile de se projeter dans l'avenir comme ça, mais je pense qu'on peut faire quelques prédictions. Disons plutôt quelques prévisions. Hein, prévisions ou prédictions. Voilà. J'ai des sentiments un petit peu mi-figue, mi-raisin sur la situation. D'un côté, je pense que ça aurait été une occasion à prendre s'il y avait quelques conditions qui étaient remplies avant. Je parle des élections. Oui. Mais ces conditions-là ne sont pas présentes et ne se présentent pas. Je crois, et j'ai dit cela dans un article récemment publié sur Vox.com, que ces élections-là, quel que soit le résultat, ne donneront pas une sortie ou n'offriront pas une sortie de la crise dans laquelle on se trouve. Malheureusement, la crise sera encore là avec nous après le 12 décembre. La seule chose qui peut changer et qui va changer, c'est qu'il y aura un président qui sera très très mal élu. Il y aura un président qui aura peut-être, je ne sais pas encore, le taux de participation dans les élections, qui n'aura pas un mandat populaire. Et c'est un président qui aura les mains très liées.
Et vous Les pensez, meurtriers- Ali Rojdi, vous pensez que les élections pourront avoir... Beaucoup de gens sont en train de dire qu'il est très probable et très prévisible que ces élections soient simplement et purement annulées, si ce n'est fortement perturbées. Perturbation, il y aura, ça c'est sûr. Annuler, je ne pense pas. Peut-être, mais perturbations, ça va être, ça c'est sûr. On les voit, les perturbations, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque mardi. Donc, comme je disais, donc, je crois que les élections vont avoir lieu. Le problème, c'est quels résultats auront les élections. Et je ne parle pas des résultats qui gagnera, mais le taux de participation, est-ce qu'il y aura... qui va gagner? Je pense que ça sera entre Tebboune et Ben Flis. Je pense que ça va être entre Tebboune et Ben Flis. Et après cela, après le décembre 13, 14 et après cela, ça sera la période la plus importante parce que celui qui va être élu aura au moins une certaine constitutionnalité sur laquelle il se basera, mais aura les mains très liées. Aura les mains très liées par la rue et aura les mains très liées par l'état-major militaire. Donc, je pense, à mon avis, et j'en suis sûr que vous allez en parler, qu'il doit y avoir une certaine ouverture et un dialogue avec celui qui va être élu. Et je parle de dialogue rue-président. Parce que cela, c'est la seule sortie valable et dans mon cas que je préfère, à autres alternatives qu'il va y avoir. Eh bien, je vous poserai la question à vous-même tout à l'heure sur... et je reviens à vous dans un moment. Brahim Snoussi, notre ami lui Rojdi, est en train de voir ces élections. Lui-même, il semble assez inquiet, mais il est en train d'imaginer qu'il est possible que la rue puisse négocier avec le président élu si tant est que ces élections ont lieu. Vous y croyez, vous? Non, pas du tout. Mais pas du tout, vraiment. Je pense que c'est vous qui avez parlé de la croisée des chemins. Oui, entre autres, ouais. Mais je pense que la croisée des chemins, elle s'est faite le 22 février. Exact. C'est là que la séparation s'est faite. Alors, c'est Brahim. Il y a quelque chose de... C'est pas moi qui le dis, elle n'est pas de moi. Hein. Quelqu'un a traduit la croisée de chemins. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit la croisée des chemins. C'est Muftaraq Turuq, mais c'est aussi Multaqa Turuq. Bien sûr. Et je vous laisse poursuivre. Bien sûr. Ouais. Là, j'espère, le scénario vertueux serait que nous soyons dans Multaqa Turuq. Absolument. Et qu'on retrouve un peu l'esprit. Il y a une inquiétude qui me taraude. On partage tous l'inquiétude de savoir comment se passera à quelle date déjà? 12. Ce 12 décembre. Et les dangers qu'il va apporter. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a de moins en moins de place pour un raisonnement objectif, salutaire. Il y a quelque chose qui relève du déni, que vous en avez parlé dans votre introduction. Et ce déni, il est porté par Gaïd Salah. C'est-à-dire qu'il nie ce qui existe, il nie l'existant. Absolument. Voilà. Absolument. Et donc, peut-être qu'il y a une possibilité de réponse. Comme il exerce un empire sur les gens qui l'entourent ont peur de lui. Il faut le savoir. Et s'ils ont peur de lui, ça veut dire qu'ils ne lui disent pas la vérité. Mais il a des yeux pour voir, des oreilles pour Oui, mais quand il regarde la télé, il voit que les gens disent, les millions de gens qui sont de la rue, ils disent Gaïd Salah, on ne veut pas de toi. Ils disent Madani Mouch Askari, non à l'intikhabat. Comment peut-il en arriver à venir à la télé, faire une déclaration publique où il dit non, ces millions sont en train de dire vive les élections, vive Gaïd Salah, vive l'armée. Mais ça s'appelle le déni. C'est-à-dire qu'il a inventé une
Nouvelle forme Nouvelle réalité. Mais c'est peut-être destiné à l'opinion publique internationale qui pourrait être trompée. L'opinion publique internationale ne peut pas être dupe. Parce que les marches ont été filmées tant et plus. Oui. Il y a même des images qui ont remporté les concours des plus belles images du monde. Donc, s'il croit faire passer ça, faire gober ça à l'opinion internationale, je crois qu'il se trompe. Oui. Il peut faire un deal avec l'opinion internationale. Il a des relais, etc. Ça, on le sait bien, bien sûr. Mais il ne pourra pas se baser sur ce que les gens ont vu, ce que les autres ont vu pour offrir quelque chose à cette opinion internationale. L'opinion internationale, sa religion est faite pour l'opinion internationale. C'est un peuple extraordinaire. Ils ont manifesté sans casser un verre, sans tabasser quelqu'un, sans violence, avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'humour, bref. Au point, pardon de vous interrompre, où un journaliste français, un grand journaliste français, Patrick... Oui, Poivre d'Arvor. Poivre d'Arvor. Je vous laisse... Il proposait que le prix Nobel de la paix soit donné au peuple algérien. Il aurait été amplement mérité. Malheureusement, tout le monde ne réfléchit pas comme Patrick Poivre d'Arvor. Et il faut aussi reconnaître que l'Algérie a été encore une fois victime d'une espèce de tentative de blocus de la part des partenaires internationaux. Un véritable blackout. Un véritable blackout. Ah oui. D'accord. Ah oui. Et il s'étend tant et plus sur le Liban, l'Irak, etc., qui méritent bien sûr d'être évoqués parce évidemment. que les situations sont difficiles. Mais comment expliquer ce blackout vis-à-vis de l'Algérie? Et vous avez vu la marche parisienne des Algériens, la plus grande marche des Algériens de France à Paris, après celle d'octobre 61, Oui. 50 000, alors 40 000 selon la police, qui généralement donne le tiers, 50 000 au moins, et il n'y a pas eu une lénie, pas un mot dans les médias français. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Si, c'est compréhensible. C'est tout à fait compréhensible et ça renvoie aux relations réelles qu'entretiennent nos dirigeants avec en particulier l'ancien colonisateur, l'ex-colonisateur. Vous savez, juste un mot sur la symbolique qu'il piétine abondamment. Bouteflika, quand il a eu son AVC, il est venu passer sa convalescence à Paris. Pas n'importe où, aux Invalides. Qui est D'abord D'abord le Val-de-Grâce. D'abord le Val-de-Grâce. C'était pas une convalescence. C'était une tentative de... Parce que vous savez, les Invalides sont spécialisés dans comment on dit, les grands blessés de guerre pour les rééducations. Ah oui. Parce qu'ils n'arrivaient pas à parler et qu'ils voulaient le rééduquer de façon à ce qu'il puisse s'exprimer pendant 3 minutes. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Voilà. Mais ce n'était pas une convalescence. Eux, ils disent qu'il est en convalescence. En fait, il était en rééducation. En tout cas, il a séjourné aux Invalides. Oui. Et il a séjourné dans un temple, dans une institution française qui accueille les grands généraux, les grands maréchaux. Ils sont récompensés de cette manière. Les invalides de guerre. Oui. Non, les invalides. Les invalides. Oui, c'est un hôpital militaire. C'est un hôpital militaire. C'est un hôpital militaire. C'est un hôpital militaire. Mais je parle de l'accueil des taux, c'est-à-dire les grands généraux, les grands serviteurs de la nation militaire sont enterrés aux Invalides. Leurs tombes sont aux Invalides. C'est un peu comme comment on appelle ça, le Panthéon. Le Panthéon. C'est le Panthéon des militaires. Voilà. Oui, c'est le Panthéon des militaires. Absolument. Et donc, monsieur Bouteflika, il était environné par des gens comme Bugeaud, comme Canrobert, comme Saint-Arnaud, comme Canrobert. Tous les grands massacres, les auteurs, les enfumades, les incendies qui ont dévoré l'Algérie, ces gens-là étaient aux premières loges, d'accord ? Et Bouteflika est resté avec... Vous me faites penser quelque chose.
On le voit dans une photo avec justement Gaïd Salah et je crois Sellel, Ah oui. avec des urnes funéraires qui sont censées recevoir les cendres. Absolument. C'est des urnes funéraires Exactement. qui trônaient et lui, il était au milieu. Ah, d'accord. Bien sûr. C'est bien incroyable. sûr. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Donc, oui. En fait, ils ont tout faux. Pardon. Oui, pardon. Alors, vas-y, donc d'abord la situation actuelle, un régime qui semble paniqué, qui nous ramène nous allons essayer de faire s'entrecroiser les sujets, hein, Oui. qui nous ramène des gens par bus. Moi, je connais l'histoire de Tlemcen, par exemple. Il paraît, c'est ce qu'on m'a dit, de sources très très crédibles, qu'ils auraient fait pression sur des industriels, des entrepreneurs qui ont dû mettre la main à la poche pour contribuer, pour payer les gens, pour louer des bus. Ils auraient loué une 50aine de bus, me dit-on, pour ratisser toute la région, parce que les gens de Tlemcen ne marchent pas. Ratisser tous les gens, les pauvres, ceux qui disent pas non pour 2000 dinars, hein, Bien sûr. un bon casse-croûte. Et donc, en plus de militaires en civil. Alors, ils ont ratissé toute la région. Ils ont à peine pu remplir un autobus. Et ils ont dû faire appel à des militaires en civil qu'ils ont fait sortir des casernes pour faire un peu sérieux. Vous savez, le système panique. Et quand le système algérien panique, il essaie de faire feu de tout bois. Et je vous rappelle une petite phrase de 3 grandes personnalités algériennes. C'est signé par Mehri Allah yarhamou, Hamrouch Allah yatawallu fi amrou et Hamd Allah yarhamou. Ils ont dit quoi? Terreur et violence ne sont pas les voies de l'espérance. Je crois qu'aujourd'hui, Gaïd Salah et son entourage paniquent tellement qu'ils sont en train de semer la terreur au sein de la population. Vous avez cité l'exemple de celui qui a pris le clash, qui a menacé on va le avec montrer. Qui a menacé avec le clash. Oui. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour aller vers ces élections. Moi aussi, je ne crois pas. Pour la simple raison que la révolution que le peuple a fait échouer la première tentative d'organiser des élections un certain 19 avril. Une deuxième tentative d'organiser les mêmes élections un certain 4 juillet. Et aujourd'hui, Gaïd Salah est en train de faire pression. Entre les deux, il y a eu la tentative aussi de prolonger le 4e mandat de Bouteflika. Le 4e mandat de Exactement. Bouteflika. Bien, voilà, avant exactement. Donc ils ont essayé. Et à chaque fois, ils reviennent sur leur... Ils ont essayé de tout faire. Ils créent des climats de tension, de terreur, pour faire peur au peuple algérien. Ces arrestations nombreuses, vous avez vu ces derniers temps, justement, il y a eu de nombreuses arrestations. Oui. Cette justice... Et Salah Rahmoun est avec nous. Cette justice qui juge le matin au nom du peuple avec, je ne sais pas, 6 mois, un jeune homme a été jugé, je crois que c'était Sidi Mohamed. Oui. Sidi Mohamed. 6 Sidi mois Mohamed, avec sursis. Et le lendemain matin, ils disent « Ah non, c'est une erreur de justice. C'est finalement 6 mois de prison ferme. » Parce que le téléphone a fonctionné. Parce que le téléphone a fonctionné. Ouais. C'est comme l'affaire Karim Tabou, qui a été mis du jour au lendemain, on change. Liberté provisoire sous sous contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire. Et le téléphone fonctionnait, on lui a dit non, une erreur, vous retournez en prison. Exactement. Ouais. Entre le tribunal ou la cour de Bab Loued et celle d'Alger, de Sidi Mohamed, on dirait qu'il y a 2 pays différents. Grande différence. Mais c'est incroyable. Donc ces gens-là paniquent, ils paniquent sérieusement. Parce que leur seul objectif, ce n'est pas de sauver le pays, c'est de sauver le système. Ils sont en train de tout faire pour sauver le système. Mais ils savent pas une chose, c'est que vous avez vu le dernier discours de Gaïd Salah, mais c'est incroyable, il parle au nom du peuple. Il parle comme si le peuple est sorti le vendredi pour le soutenir, lui. cautionner, pour soutenir les élections. C'est lui le chef du Hirak. Un déni de vérité, un déni pareil, mais c'est du jamais vu. Mais dans le même temps, Aravazi, je voulais vous poser cette question. Dans le même temps, tous les discours de Gaïd Salah et tous les discours non dits relayés par leurs relais, les médias, les télévisions, ils qualifient, non rien de moins, tous les Algériens qui sont dans la rue, tous les Algériens qui appellent au changement, à la démocratie, à un État qui ne soit pas militaire, un pouvoir qui soit démocratique, ils sont traités, qualifiés de traîtres, d'agents de la main étrangère, de gens agités pour faire exploser le pays. Et nous allons voir
cette Le vidéo et je ministre de reviens à vous. l'Intérieur, Jamal, Oui. le ministre de l'Intérieur était plus loin. Oui. Il a parlé effectivement de Harki. Ah oui. Oui, oui, Il a oui, parlé oui, de- absolument. Ceux qui ne soutiennent pas cette mascarade électorale, ils sont traités de Harki par le ministre de Et l'Intérieur. l'autre fait le plus grave dont il faut que nous parlions aujourd'hui, cette histoire de Zouave, Oui. qui est repris maintenant, y compris par l'ENTV, la télévision publique, qui devient le cheval de bataille d'une députée chef de parti, qui maintenant, c'est complètement décomplexé, où on traite la Kabylie de Zouave, alors que la Kabylie est en train de faire la preuve par 9 qu'elle est mobilisée pour l'Algérie, pour une Algérie fraternelle. Et d'ailleurs, c'est tellement magnifique qu'à l'ouest, les gens de l'ouest, ils disent Oulèche, Sma, Oulèche, alors qu'ils ne sont pas ça, c'est formidable. Dans le sud aussi. dans le sud Adrar aussi. Adrar Alors qu'en aussi. Kabylie, maintenant, il y a des gens qui disent Makench, Sma, Makench, Makench. voilà. Pour montrer la. Oui. Et nous allons voir cette vidéo de ce monsieur dont on nous dit qu'il est agent de sécurité à Sonatrach. Oui. Mais les agents de sécurité à Sonatrach, il faut le savoir, ils ont des fusils à pompe, pas des kalachnikovs. Ah, lui, il a une jamais. clash. Lui, il a une clash. Alors, soit c'est un ancien milicien des fameux patriotes, entre guillemets, bien sûr, soit on lui a remis cette kalachnikov pour faire ce cinéma. Et on nous dit qu'il s'appelle Hamid Togo, et qu'il aurait été arrêté, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est tellement gros ce qu'il a fait, Bah, c'est pas possible. que ça a soulevé un tel buzz qu'ils l'ont, donc, on nous dit qu'il aurait été arrêté, on en saura plus. Nous allons voir cette vidéo de ce monsieur. هذه الرسالة اللي حاب نوجهها للزوافة نطفت فرنسا اللي خلاتهم لنا فرنسا على بالنا والشعب راه موش راكد على ودناه على بالنا باللي راكم تخطوا نتوما وفرنسا ومنين معولين باه تجو من جهة مالي منا من الصحراء وتدوا الغاز وتدوا البترول وتعيشوا نتوما وياه على أرواحنا قسما بالله على أرواحنا هاي عندك واللي ما فهمش بهذا الميساج هاي ما العروسية تفهموا هاي عندك الحاجة العروسية هي اللي تفهموا ورانا واجدين مرحبا بكم والفوت يدار وفي وقته وما نعيا لاباس علينا وانتم خاطينا Hamid Tango. Hamid Tango. Je vous laisse poursuivre, Aziz Araf. Vous avez entendu ce monsieur? Oui. Hamid Tango. Hamid Donc, Tango. c'est clair. Les élections Ikounou. Et regardez la caricature, c'est incroyable. Nous savons que vous allez rentrer par le Mali pour envahir l'Algérie. C'est un discours primaire. C'est du mépris pour l'intelligence des gens. Absolument. Et c'est le fait de lui avoir remis une Kalachnikov. Qui peut lui remettre une Kalachnikov? Il y a que l'État, justement, une le arme de système, guerre. c'est une arme de guerre. Le système est responsable dans tout ce qui va se passer, parce qu'ils sont en train de menacer, ils sont en train d'utiliser des gens comme ça, des fous comme ça, pour justement semer la terreur au sein de la population. Souvenez-vous, les premières marches à Alger, ils ont tenté, et ça a tout le temps été la stratégie du pouvoir, tenter d'abord d'infiltrer les marches pacifiques pour essayer d'aller vers la violence. Et c'est là où ils se retrouvent pour faire sortir, bien sûr, leurs chars et autres. Donc, le système est en train de tout faire pour conduire l'Algérie à l'impasse et pour faire peur au peuple algérien. Donc, le peuple, ils ne savent pas une chose, c'est qu'il est décidé, il est déterminé, et il n'est plus question d'un retour en arrière. Aujourd'hui, quand on demande un état civil et que ça gêne un général de l'armée, on se pose des questions. Est-ce que l'armée est au service du peuple ou c'est le peuple qui est au service de l'armée? Bonne question. Alors je dis à lui, d'abord, est-ce que vous avez un commentaire avant que je vous pose une question en particulier? Commentaire sur la vidéo que vous avez montrée, ce gars-là est à condamner, il faut le mettre dans la prison et le plus rapidement possible. Qu'il y a des dépassements qu'on voit maintenant, je dirais même que c'est normal, c'est prévisible, parce que la situation dans laquelle on vit maintenant depuis le mois de février est une situation très tendue qui donnera lieu à des dépassements de ce genre-là. Mais j'aimerais bien revenir sur une chose que votre premier invité, j'ai pas le nom. Brahim Snoussi. Brahim Snoussi. Monsieur Snoussi. Et quand il a dit qu'il faut revenir, qu'il faut faire place, je crois, à un raisonnement salutaire. Je suis carrément d'accord avec ce qu'il dit.
quand je dis que les élections du décembre 12 donneront lieu à un président qui sera très très mal élu, qui n'aura aucun mandat populaire et qui aura des pressions et de la rue et des militaires, de Gaïd Saleh. Moi, je ne vois pas ça comme étant une mauvaise chose, mais je vois cela comme étant une opportunité, une chance à prendre. Parce que ce président-là, qui sera un président faible, sera obligé de négocier avec la rue. Et négocier parce que qu'est-ce qu'on veut à la fin? Hein, qu'est-ce que le cycle protestataire qu'on a vu depuis le mois de février jusqu'à maintenant veut? Une constitution qui garantit les droits civils, qui garantit des normes démocratiques solides, qui garantit une balance entre les pouvoirs, entre autres une justice indépendante, les militaires... Oui, mais pardon, Rojdi Alioui, pardonnez-moi de vous interrompre. D'abord, sur cette hypothèse que vous soulevez de candidat élu, président élu, si tant est que ça se passe, qui devra négocier avec la rue, avec la contestation, avec ceux... Mais les gens, Alioui Rojdi, ils ne sont pas dans ça. Ils sont dans la contestation des élections. Ils sont en train de dire, nous n'irons pas à ces élections. Ce n'est pas que nous allons nous abstenir. Nous allons les boycotter. Ça veut dire que c'est un boycott actif. Et nous ne reconnaissons pas les résultats de ces élections par avance, puisque nous savons que maintenant le régime n'a même pas besoin de frauder. N'importe lequel qui sort sera le candidat du régime, parce que comme vous le dites vous-même, il sera tellement faible qu'il n'aura pas d'autre possibilité que de se mettre sous le Rangers de l'armée. Donc moi je n'imagine pas cette possibilité de négociation avec le président élu, si tant est qu'il est élu. Monsieur Béchenouf, et je m'adresse aussi à vos invités, c'est qu'à un moment ou un autre, on doit s'asseoir et négocier. Voilà, à un moment ou à un autre, on doit sortir d'un cycle protestataire vers un cycle transitoire. Parce que protester juste pour protester, ce n'est pas une solution en soi. La solution en soi, c'est que le cycle protestataire donne voix à quelque chose. Cette chose, c'est des négociations. Alors, je me permets de vous interrompre encore une fois très vite, et je vous laisse poursuivre, mais les Algériens qui protestent ne sont pas contre la négociation. Mais ils ont dit clairement, nous, on ne veut négocier qu'avec les vrais détenteurs du pouvoir. Les vrais, ça veut dire l'armée. On ne négocie pas avec une créature de l'armée. On négocie avec l'armée, mais le problème est que les chefs de l'armée sont en train de dire, nous ne négocions pas. Nous sommes les arbitres. Papotez entre vous, et ce que vous direz, je verrai après. Mais la négociation avec une créature, avec une conséquence du régime, ce n'est pas une négociation. Qu'on négocie avec X ou Y, il y aura l'armée derrière. C'est qu'on négocie avec X candidat qui sera élu président de la République, l'armée sera derrière. Donc, d'une façon ou une autre, on négociera avec l'armée. Le problème, c'est que qui va négocier? Qui sera autour de la table des négociations? Parce que, Khouya Béchenouf, si on ferme les alternatives, si on dit, parce que je crois que votre deuxième intervenant, invité... Araf Azi. A dit il faut avoir... je lui réponds d'une façon... je n'ai pas retenu ce qu'il a dit vraiment, les mots précisément, mais je lui réponds qu'il faut ne pas avoir une vision de tunnel, où il faut éviter une vision de tunnel où la confrontation entre la rue et l'armée est la seule solution qui sera valable, qui reste sur la table. Parce que
à un moment ou un autre, si on enlève toutes les alternatives, la seule qui reste sur la table est une alternative de confrontation. Et ça, c'est une alternative dont on ne contrôle pas Alors, Aloui Rojdi, excusez-moi, je vous interromps et je vous rends la parole dans une minute. Nous allons juste montrer des images de manifestants qui viennent de sortir à Bab el-Oued. Regardez. C'est en direct. Alors, là, vous êtes en train de regarder un live de gens qui sont en train, me dit-on, de sortir spontanément un peu partout pour réagir à ces menaces, à ces intimidations, à ce langage du pouvoir et aussi de ce monsieur qui est sorti avec une clash pour menacer quiconque est contre les élections et qui sont en train de dire « nous ne voterons pas ». Aloui Rojdi, je reviens à vous et je vous laisse commenter en même temps. Il faut qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait un cycle protestataire qui ne s'arrête pas. Ça, c'est bon, c'est une chose excellente, parce que ça met une pression sur les militaires, ça met une pression sur les candidats qui sont en train de faire campagne, et ça mettra encore plus de pression sur celui qui va sortir des élections le décembre 12. Parce que je crois que, quel que soit le cycle protestataire qu'on va avoir d'ici jusqu'au novembre 12, quel que soit le taux de protestation, le taux de participation dans les élections du novembre, je dis novembre 12, mais décembre 12, je voulais dire, il va y avoir quelqu'un à la présidence qui ne sera pas Ben Saleh. Un nom, X, on va l'appeler X. Ce X-là, il sera le président de la République. Et il aura des moyens dans sa main. La rue aussi aura des outils dans sa main. Et là, il doit y avoir une communication, il doit y avoir des négociations pour sortir le pays de cette crise-là. Et durant ces négociations-là, c'est là qu'il faut établir le rôle futur des militaires, la place future de l'institution militaire, etc. Parce que dire qu'on va Doula Madaniya, Meshi Askaria, je suis carrément d'accord, mais Doula Madaniya, Meshi Doula Askaria en Algérie a 57 ans d'existence. Et elle ne va pas partir dans une semaine. Il faut la négocier, la sortie de cette Doula Askaria vers une doula Madaniya. Et restez avec nous, nous allons faire... Oui. Juste un mot avant parce que ce qui m'inquiète, et l'inquiétude est réelle, est palpable, et on ne doit pas la sous-estimer, qu'une confrontation, parce que quand on enlève toutes les alternatives, que chaque alternative est fermée, et qu'elle mène vers un cul-de-sac. La seule qui reste, c'est l'alternative qui n'est pas bonne. Et que personne ne veut de cette alternative-là, et c'est une alternative de confrontation. Oui, mais j'ai l'impression, Aloui Rojdi, que vous inversez les rôles.
c'est l'armée qui refuse de négocier. Ce n'est pas les manifestants, ce ne sont pas les millions d'Algériens, c'est l'armée qui dit « moi, je ne suis pas partie prenante, moi, je ne négocie pas, moi, je vous dis d'aller aux élections, que vous le vouliez ou non, pas d'élections ». Au contraire, les Algériens sont en train de dire « venez les militaires, laissez-nous désigner des représentants pour négocier votre départ, pour négocier la restitution du pouvoir aux Algériens ». Monsieur Bichenou, Oui. jusqu'à maintenant, le Hirak, en tant que mouvement protestataire, est un mouvement qui n'a pas de structure réelle. C'est-à-dire, quand je parle de structure, je parle d'une hiérarchie ou bien collégiale ou bien verticale. Donc, les militaires, quand ils jouent sur cela aussi, les militaires. Mais tous ceux qui émergent, ils les mettent en prison. Tous ceux qui émergent, ils les mettent en prison. Tous ceux qui émergent, tous les gens qui deviennent des leaders naturels du mouvement sont arrêtés et incarcérés. Je pense qu'on a parlé de cela, il y a de cela, je crois que dans notre dernière interview ensemble, j'ai dit que s'il y avait une direction, un Grenelle de Hirak, du mouvement constitutionnel, contestataire, et que ce Grenelle de Hirak ou un congrès de Hirak donne naissance à une direction collégiale qui fait plus ou moins l'unanimité parmi la rue. Ce sera très, très, très difficile pour l'institution militaire de balier cela. C'est vrai. Je vous demande de rester avec nous. Je reviens à vous dans un instant. Ce que dit Ali Rojdi, moi je trouve très raisonnable, même si j'ai l'impression qu'il inverse un peu les rôles. Sinon, c'est vrai qu'en l'absence de négociation, il y aura fatalement une confrontation. Mais avant d'arriver à ce sujet, j'aimerais d'abord que vous commentiez un peu cette vidéo de ce monsieur qui nous agite sa Kalachnikov sous le nez. Eh bien, c'est ça qui résume la situation parfaitement. Je veux dire, même le régime, s'il négocie, il va négocier avec un clash à la main. Il a juste devancé l'appel, cet homme-là. Hein. Oui. Voilà. Donc, quand M. Aloui Rojdi, quand Rojdi parle, on a l'impression qu'il est dans une enceinte avec des gens intelligents qui ne veulent surtout pas une catastrophe pour le pays, qui veulent préserver leur population, etc. Nous ne sommes pas tout à fait en Algérie dans ce cas. Il y a une part d'irrationnel extraordinaire. Ces gens qui sont là à la tête de l'armée ont le sentiment que l'Algérie leur appartient. On disait autrefois, au début, tous les pays ont une armée. En Algérie, c'est l'armée qui a un pays. Et ils pensent que ce pays est le leur de droit, pas de droit divin pratiquement. Donc il n'est pas question pour eux, quand vous parliez de négocier leur départ, dire une phrase comme ça, commencer par une phrase comme ça signifiera la fin des négociations. Parce que l'armée va balayer tout ça. Et je pense qu'il n'y aura même pas besoin d'arriver jusque-là. Donc le problème en Algérie, il est plus grave que dans les situations du même ordre qui ont prévalu ailleurs, où il y a de la contestation populaire, une colère du peuple qui est entendue quand même par les dirigeants, même dans les pays les plus durs, même avec Pinochet, on a pu négocier. Mais là, c'est le pouvoir qui refuse de négocier. Il refuse même de négocier avec les gens qu'il a nommés lui. Il a refusé de négocier avec Ben Saleh, qui mendiait, à la demande de Karim Younes, il mendiait un geste de Gaïd Saleh pour libérer les jeunes, parce que ça aurait instauré un climat un peu plus apaisé, plus propice, etc. Et ça, il a dit, niet, non, pas de diktat. C'est le mot qu'il a prononcé, pas de diktat. Je ne veux pas de diktat. Il n'y a pas de place pour la négociation pour l'instant. Et ça, c'est fermé par... Oui, mais il a raison, Al-Rojdi, quand il dit que l'armée a beau jeu, puisqu'elle est en train de dire il n'y a pas de gens avec lesquels je peux négocier. Avec qui je vais négocier? Oui.
Ça, c'est la stratégie israélienne. Ils ne peuvent pas négocier parce qu'il n'y a pas de partenaire pour la négociation. Voilà. C'est ce qu'ils font avec les Palestiniens. Absolument. C'est la même méthode classique. C'est-à-dire que là, pour éviter d'aller aux négociations, on rejette la faute sur le partenaire qui n'est pas... En même temps qu'on empêche les leaders d'émerger. Exactement. Exactement. Donc là, on est dans une difficulté particulière. Je ne sais pas très bien comment en sortir. S'asseoir et négocier. Je ne sais pas si on aura le temps de s'asseoir avant de négocier. Et puis, je suis inquiet comme tout le monde. Nous allons y arriver sur ce climat d'angoisse qui Ouais. est en train de se répandre un peu Absolument. partout. C'est un des points. Sur la Kalachnikov d'abord, puis sur cette négociation, confrontation. Je crois que l'homme à la Kalachnikov, je crois que c'est une preuve que le système pousse à une violence extrême. Il pousse les gens. Celui-là, c'est qu'un petit serviteur du système, d'un bandit du régime quelque part. Donc celui-là est une preuve aujourd'hui de l'état d'esprit, que ce soit des militaires, que ce soit des gens de la mafia politico-financière qui tournent autour de ces gens-là. Celui-là, il a été envoyé pour faire peur aux gens, peut-être de sa région ou de son entourage. Ceci dit, sa place est en prison. Il a été arrêté. Pour le moment, du Voilà. moins, on nous dit qu'il a été J'espère arrêté. qu'il sera arrêté. Pour répondre Mais ce qui serait bien, c'est qu'on nous dise d'où il a eu cette Kalachnikov. Parce que Kalachnikov, c'est une arme de guerre qui n'est détenue que par l'armée ou par les terroristes. Ou à un moment donné, par Et lui, il est en train de défendre l'armée. Donc c'est l'armée qui lui a donné. Comment s'appellent les gardes communaux ou quelque chose comme ça? Non, lui, c'est patriote. Ça, c'est fini. Les patriotes, c'est c'est fini. fini. C'est fini, on leur a Donc, retiré les armes voilà, normalement. voilà. Mais le problème, c'est que quand on a une Kalachnikov, alors que les agents de sécurité de Sonatrach ont des fusils à pompe. Ouais. Maintenant, les Kalachnikov, soit c'est des terroristes qui lui ont donné, et je ne pense pas, puisque lui est en train de défendre l'armée, soit c'est l'armée qui lui a donné, soit les terroristes et l'armée, c'est la même chose. Alors, il faut qu'on nous explique. Dans tous les cas de figure, Oui. ce pouvoir-là, ce système cherche toujours à essayer de faire peur par la violence. Ça a tout le temps été leur terrain de prédilection. Faire peur par la violence. Ceci dit, M. Rochdi, effectivement, quand il parle de négociation, mais toutes les révolutions finissent autour d'une table de négociation, y compris les révolutions armées d'ailleurs. Mais dans le cas de notre pays, avec qui négocier? Le pouvoir réel aujourd'hui refuse de négocier. Il a dit clairement. Je n'ai rien à voir il a dit là-dessus. clairement. Et que c'est lui le responsable de ce qui se passe en Algérie. Mais il dit, je n'ai rien à voir là-dessus. Et vous n'avez qu'à négocier avec avec Bedoui ou avec Ben Salah. Et Ou avec le président qui va sortir. avec le président qui va sortir. Il y a un président qui est préparé. Qui va être d'ailleurs. élu peut-être à Président. 5%. Et encore, Ouais. et encore, il est déjà élu. Vous savez très bien comment ça se passe dans notre pays. D'un côté. L'autre côté, aujourd'hui, mais avec qui? Vouloir structurer le Hirak ou la révolution aujourd'hui, je crois que c'est vouloir l'enterrer. Avec la situation actuelle Oui, dans mais notre pays. alors, Attendez, non, là c'est très important. Je me permets de vous interrompre. Tout le monde est en train de dire ça. Y compris moi, pour vous dire la vérité. Parce que ça pourrait disperser les gens, les monter les uns contre les autres, faire ressurgir les égos. C'est vrai. Mais on ne peut pas y échapper. C'est un tel mouvement qui se compte en millions de citoyens qui sont dans la rue, qui expriment des choses très claires. Leurs aspirations et leurs revendications sont claires. État de droit, démocratie, république, justice sociale, séparation des pouvoirs, vraies élections, etc. On est d'accord. Mais il y a quelqu'un qui a pris la combuse, qui a fait main basse sur le pays. Comme l'a dit Ibrahim Senoussi, c'est une propriété de droit divin, de droit seigneurial. Il considère que c'est à lui. Tout le monde. Donc, il faut négocier avec lui. Son départ. Parce que lui, pour partir comme ça, il ne partira pas comme ça. Il faut trouver des voies et moyens pour le faire vous avez partir. cité le cas de Pinochet, il n'est pas parti comme ça. Absolument. Il a bien négocié Et son donc, départ. les gens qui ont négocié avec Pinochet et l'armée, c'était des représentants de la société civile. Mais aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie, la révolution refuse
tout chapeau, il refuse tout chapeau politique. Et vous l'avez bien vu. Il y a eu des initiatives. Il y a eu des initiatives de la société civile, des initiatives des partis politiques. Il y a eu des réunions au sein des partis politiques. Il y a eu des propositions de sortie de crise. Oui. Mais Gaïd Salah les a toutes rejetées. Oui. Il les a toutes rejetées. Il ne voulait faire passer que les siennes, que ses propositions. Et sa seule proposition, c'était d'aller aux élections coûte que coûte. Et son but, ça n'a jamais été, et je le redis, de sauver le pays, ni de sauver le peuple, mais de sauver le système dont il était membre, dont il est partie prenante, dont c'est Aïssaba qui l'a accompagné depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, la situation est la suivante. Il y a un peuple d'un côté qui revendique et qui sort chaque vendredi revendiquer ses droits d'être citoyen, ses droits à la citoyenneté, ses droits à la liberté, ses droits à la démocratie. Il y a un commandement militaire de l'autre côté qui refuse, y compris l'état civil. Oui, mais comment on fait? On va à la confrontation? Non, au contraire, le peuple refuse la confrontation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que cherche Gaïd Salah. Et qu'est-ce qu'on fait? Gaïd Salah, aujourd'hui, Oui. le commandement militaire, il cherche une confrontation. Bien sûr. Le peuple est intelligent, Djamaldine. Oui, Le peuple est mais intelligent. on va rester comme ça des années à manifester? Non, mais on ne va pas rester comme ça. Est-ce que d'abord, vous avez décelé, vous avez remarqué une volonté politique de la part de Gaïd Salah de régler le problème? Non, non. Vous voyez, Avant que vous finissiez la question. Il est en train de plonger le pays dans la crise. Il est en train de continuer. C'est ce qui se passe avec ces élections-là. Ce n'est pas une solution, c'est un autre problème. Donc il est en train, au contraire, il est en train d'aggraver la situation. Il est en train d'aggraver la situation. Si vous croyez que si le peuple, si cette révolution avait décelé un minimum de volonté de la part des véritables tenants du pouvoir, parce que les tenants du pouvoir, c'est Gaïd Salah et compagnie, donc de ces véritables tenants du pouvoir, il aurait facilement cédé, il aurait accepté de négocier. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune volonté politique d'aller vers une solution politique. Si demain, ce boycott, cette volonté de boycott, qui se montre très active parfois, comme dans certaines villes, on a quasiment emmuré les bureaux de vote. Et s'il y a réaction de l'autre côté, pour le moment, ils sont en train d'arrêter les gens. Mais s'il y a violence, ils ont même tiré à balles en caoutchouc. Ils l'ont fait en 90, Djamaldine. Et si ça se reproduit... Khaled Nazar l'a bien fait. Oui. Khaled Nazar l'a bien fait. Il l'avait en 88, ils l'ont fait... Oui. Vous savez, le peuple algérien, c'est un peuple de génie. Ils ne vont pas accepter la violence. Et ils l'ont dénoncé, ils l'ont refusé. Et la preuve, tu l'as bien dit, Ibrahim, justement, la preuve, ils n'ont même pas arraché une fleur d'un arbre. Donc aujourd'hui, ce peuple est intelligent. Il est un génie. Il ne va pas accepter la violence. Et c'est parce que le peuple n'accepte pas la violence que le commandement militaire pousse ce même peuple à la violence. Vous avez vu comment ils sont sortis? Ils sont sortis d'une manière spontanée. Eux qui cherchaient, à remplir un bus pour aller soutenir tel ou tel candidat, vous avez vu Bablouad, ils sont tous sortis. Eh bien, nous allons revoir des images, puis nous allons vers Rochdi Ali. Juste un petit mot, Djamaldine. Oui. Donc, s'il n'y a aucune volonté politique du pouvoir d'aller vers un apaisement. Parce que la négociation ou les négociations, il y a avant, pendant et après. Avant la négociation, il faut préparer le terrain. Et comment préparer le terrain? Ce n'est pas en mettant les gens en prison. Ce n'est pas en mettant plus de gens, des Bulgares en prison. Ce n'est pas en mettant des jeunes filles en prison. Ce n'est pas en envoyant un voyou pareil montrer son clash. Mais préparer le terrain. Préparer le terrain comment? Par exemple, libérer les otages. Aravazi, il faudrait qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Vous êtes en train de parler d'une situation idéale. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, c'est ça. Or, ce régime ne veut pas partir. S'il ne fait pas ce que vous êtes en train de préconiser, c'est qu'il ne veut pas partir. S'il veut organiser coûte que coûte ses élections, c'est parce qu'il veut rester derrière une autre façade. Parce que quiconque de ces 5 va être... Il n'a même pas besoin de frauder cette fois-ci. Quiconque sort... C'est son homme, c'est sa façade. Il ne réglera pas le problème. Le peuple sera toujours là. 40e vendredi, 90e même après vendredi, le 12. Même après le 12. Et nous allons après voir... le 12, ça sera le 13, c'est tout. Nous allons voir quelques images, d'abord, de ces jeunes et de ces Algériens qui sont en train de sortir. Aujourd'hui, maintenant, c'est en direct.
Brahim Snoussi qui vient de leur dire c'est incroyable. Ah, c'est formidable, c'est Ils ne merveilleux. veulent pas baisser les bras. Absolument. C'est le 9e mois. On ne provoque pas son peuple, Ouais. Gemaldine. On ne provoque pas le peuple. Parce que la réponse, il l'aura aussi le vendredi. Vous avez écouté ce qu'ils disent? Vous avez écouté ce qu'ils disent? Jaibin, l'hurriya. Ben oui, aucun doute. Il y a- Moi, je n'en ai aucun doute là-dessus. Un slogan que j'aime beaucoup. Ya hna ya ntouma, wallah ma na habsin. C'est Ah ben voilà. Et il reste là-dessus. ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Aloui Rochdi, alors d'abord un commentaire avant que je vous pose une question. Oui, sur 2-3 trucs, de choses que vos invités ont bien exprimées. La première chose que je crois que M. Snoussi, je pense, c'est ça son Oui, nom? oui. Il a dit que les militaires algériens, ça manque d'intelligence et ils sont irrationnels. Respectueusement, je suis pas d'accord. Un régime qui est idiot et ignorant ne reste pas au pouvoir 57 ans. Ils sont arrivés à se régénérer depuis 1962, même avant, quand l'état-major a pris des commandes de la révolution algérienne. Vous dites qu'ils sont irrationnels. Je ne pense pas que Gaïd Saleh est irrationnel. Et quand je dis que Gaïd Saleh et l'état-major n'est pas irrationnel, je ne les défends pas. Je fais qu'un constat le plus logique possible. Parce qu'il faut voir les choses de l'angle des militaires. Comment ils voient la chose? Ils voient une rue qui est mobilisée. Ils voient un peuple qui est mobilisé. Ils voient un peuple qui demande une démocratie, qui demande un état de droit, etc., etc. Et ils ont dans leur mémoire aussi, c'est des choses qu'ils étudient dans les académies militaires, partout au monde, même à Churchill et surtout dans l'Union soviétique, où la plupart de nos soldats ont été formés dans l'Union soviétique, la révolution 79 de l'Iran, où pratiquement 99% de l'état-major iranien a été exécuté, pendu par les rues. Donc, quand ils voient la rue se mobiliser, les gens chantent des scandes, etc., et quand on commence une négociation par dire on va négocier votre départ, la seule chose qu'ils entendent, la seule chose qu'ils voient, c'est Gaïd Saleh en train de se faire pendu d'une grue. Donc, il y aura un bloquement des négociations dès le départ. On ne négocie pas le départ des militaires, mais on négocie les éléments et les institutions et la structure qui fera que l'institution militaire sera sous l'égide civile. Et là, quand on a une constitution et on a des lois qui mettent les militaires comme étant une institution sous l'égide et la direction du civil, là, on n'a pas besoin de négocier le départ de Gaïd Saleh. Alors, deux petites questions et je vous laisse poursuivre. Deux petites questions. D'abord, comment dire de Gaïd Saleh qui n'est pas irrationnel? Je me permets de répondre à la place de Brahim Snoussi. Quand le monsieur voit et écoute des millions de gens en train de lui demander de partir, en train de dire Doula Madaniya Meshi Askaria, en train de dire pas d'élection, et lui il dit non, ces millions, ils sont en train de nous dire vive les élections, vive Gaïd Saleh ou Jishab Khawa Khawa. D'abord. Et ensuite, comment peuvent-ils exiger de changer les lois pour pouvoir les respecter, puisque ces mêmes lois qu'ils ont eux-mêmes faites, ces mêmes lois prévoient que l'armée n'a pas le droit à la parole politique, que c'est une grande muette, qu'elle doit se confiner à ses seules prérogatives constitutionnelles, qui sont de ne pas faire de la politique, de rester à l'écart de la politique. La loi, elle existe déjà, elle est la leur. C'est eux qui l'ont faite, sauf qu'ils ne la respectent pas comme ils n'ont jamais respecté une quelconque loi qu'ils ont eux-mêmes faite. Oui. Je crois qu'il y a un petit quiproquo là-dessus. Oui. Il n'y a aucun Algérien qui demande le départ d'un militaire.
Attention. Non, on la demande- restitution du pouvoir. Exactement, Bien sûr. le respect de la Constitution, le respect que le militaire. Non, ça veut dire que vous partez, arrête de ça veut dire faire vous de la partez, politique. vous partez du pouvoir. Du Ça pouvoir, ne veut pas dire exactement, vous partez exactement. d'Algérie ou de vos casernes. Mais je vous laisse Ils poursuivre. rentrent dans leur caserne. Rojdi à lui. Je suis d'accord sur le point de partir du pouvoir, pas partir quelque part. Vous m'avez posé la question sur l'irrationalité ou la rationalité de Gaïd Saleh. En Sciences Po, on définit la rationalité d'un acteur comme étant une personne qui a des préférences et que ces préférences-là sont ordonnées du plus important au moins important. Ouais. Quand on prend cette définition-là de la rationalité et on l'applique à Gaïd Saleh, on est obligé de voir que c'est un acteur rationnel. Par rapport à ce qui est important, plus ou moins, par rapport à ses propres intérêts et non pas par rapport à l'intérêt général. Bien sûr, bien sûr. Tout homme politique agit dans son intérêt premier. Ça, c'est la base de pratiquement toute la politique. Pour revenir du départ, quand on parle du départ de l'institution militaire, on ne parle pas du départ des gens. On parle de mettre la structure et les institutions et les mécanismes qui permettront à avoir un contrôle de l'institution militaire. Parce que c'est quoi le problème de l'Algérie depuis 1962 ? L'Algérie a été née, et là je reviens au commentaire de votre invité bien aimable, M. Snoussi, qui a dit que les militaires pensent que l'Algérie leur appartient. En quelque sorte, je dis que oui, ils pensent cela. Parce qu'en 1962, le pouvoir algérien s'est installé sur une base révolutionnaire. Cette base révolutionnaire, cette légitimité révolutionnaire s'épuise du combat de 57-62. Donc, en quelque sorte, les militaires se voient en tant que tuteurs de l'Algérie. Et là, on est dans une phase où la légitimité révolutionnaire vit ses derniers jours et la légitimité populaire doit prendre. Et c'est une négociation c'est une phase qui est tellement délicate et qu'on doit avoir des gants en soie. Mais comment voyez-vous la négociation, Rojdi Alui? Comment voyez-vous concrètement, en l'état, en les circonstances, comment voyez-vous cette négociation? Comment elle pourrait s'articuler et commencer à connaître un début effectif? J'avais un prof, il est mort dernièrement, qui disait qu'on ne négocie pas avec ses amis, on négocie avec ses ennemis. Évidemment. C'est le point de départ. Premièrement, pour négocier, pour être effectif. Parce que ce n'est pas uniquement parler pour parler, c'est parler pour obtenir quelque chose à la fin. Il faut s'organiser. Il n'y a pas 36 000 chemins. Il faut avoir une direction collégiale pour minimiser les égos et les tensions au sein de Hirak et la contestation de ces leaders de Hirak. Il faut avoir une direction collégiale de Hirak. Un panel de 40 ou 50 personnalités qui représentent... Mais qui pourrait les désigner? Comment pourrait-il émerger? que je continue la pensée de Allez-y. nous lire la question. Qui représente toutes les tendances de Hirak, et de ce panel-là, de ce collège-là, s'érigeront quelques-uns, des avocats, des gens qui savent, qui connaissent l'art des négociations. Et qu'est-ce qu'on va négocier? Avec l'armée ou avec le président qui sera élu le 12 septembre, où il sera mis élu entre guillemets. On négocie les bases d'une convention constitutionnelle qui sera dans cette convention constitutionnelle. Est-ce qu'on va avoir des négociations pour nommer des délégués, ou on va avoir ce qu'on appelle une convention tiers par tiers, c'est-à-dire un tiers qui représente la société civile, un tiers qui représente l'État et un tiers qui représente Hirak. Ça, c'est à négocier. La deuxième chose, on doit négocier l'agenda de cette convention. Est-ce qu'on va revoir tout, ou est-ce qu'on va
faire des amendements qui se rajouteront à la Constitution qu'on a. Moi, ma préférence, c'est de revoir de fond en comble complètement la Constitution algérienne parce qu'elle est plus... C'est une Constitution qui a été structurée dans un État autoritaire et c'est une Constitution qui donne énormément de pouvoir au président de la République et pas de pouvoir au Parlement du tout. Et donc, il faut revoir la balance des pouvoirs en Algérie pour donner plus de pouvoir au peuple à travers le Parlement. Et la troisième chose, négocier le départ du président qui sera élu le 12 septembre. Une fois qu'on a obtenu une convention constitutionnelle, on votera la convention constitutionnelle via un référendum. Le président qui sera élu le 12 septembre aurait été élu sur une ancienne constitution, donc il ne pourra pas mener l'Algérie. Donc il faut avoir une nouvelle élection après celle du référendum constitutionnel. Et ça, c'est des étapes qui seront très difficiles à négocier et dans lesquelles on ne parle pas de Gaïd Salah dehors, mais on met les mécanismes qui nous permettront de mettre Gaïd Salah... Et comment désigner, ce sera ma dernière question pour vous, comment désigner ces représentants? Là, c'est une question très importante et c'est une question qui peut, comme vous l'avez dit, je suis carrément, absolument d'accord, qui peut diviser Hirak. Là, il faut être intelligent, il faut être patient et il faut amoindrir et faire descendre la pression et la rhétorique. Je pense que Hirak est composé, il y a des avocats, les associations d'avocats, il y a des personnalités bien connues de Hirak, comme Tabou, comme Bouchachi, etc. Ces gens-là seront dans cette direction collégiale. Je pense qu'il faut avoir des assises au niveau des universités, au niveau de certaines villes pour désigner quelques gens honnêtes, qu'ils soient hommes, femmes, vieux, jeunes, peu importe. Et là, il faut aller dans une convention avec ces gens-là, un nombre très très large, 200, 300, et de cet nombre large, 200, 300 personnes qui représenteront ou qui représentent pratiquement toutes les sections, toutes les couches de Hirak, on désignera un collège restreint, une quinzaine, une douzaine, et de cette quinzaine, douzaine, on désignera quelques hommes qui entreront et commenceront les négociations. C'est et je parle aussi à vos invités, c'est difficile. Je suis d'accord, c'est pas facile. Il n'y a pas de chose facile dans une transition démocratique. Il y a une histoire qui s'est dite quand Franco est mort et que les généraux franquistes en Espagne voulaient accaparer le pouvoir. Il y avait un général que j'ai oublié son nom. Il voulait prendre, c'est un général de l'aviation, il voulait prendre la direction après Franco. Et la rue a commencé à faire des contestations. Le roi, à l'époque, il n'était plus roi parce qu'il a négocié avec lui. La première chose qu'il lui a dit que je garantis votre sécurité, mais votre sécurité sera uniquement garantie si vous laissez le pouvoir aux civils. C'est la seule chose qu'on doit dire aux militaires algériens. On garantit leur sécurité. Et peut-être même envisager de leur garantir de ne pas être poursuivis. Je dirais même qu'on peut leur offrir une immunité parce que l'Algérie, l'avenir de l'Algérie, il faut penser 10 ans, 20 ans, 30 ans d'ici. Il faut planer l'Algérie, il faut voir l'Algérie dans un avenir qui n'est pas semaine par semaine. Oui, mais Rochdi Aloui, cela ne peut être effectué et entrepris que par le peuple lui-même. Personne ne peut offrir une amnistie ou une immunité à qui que ce soit sans l'accord direct du peuple. Je suis carrément d'accord. Je suis absolument carrément d'accord.
Mais au cours des négociations, on peut leur dire que je vous promets que le prochain Parlement qui sera élu démocratiquement, etc., prendra une loi d'amnistie totale, par exemple. Mais, parce qu'à un moment ou à un autre, on doit se débarrasser du passé Hada. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Rojdi Aloui, excusez-moi de vous interrompre. Je dois faire tourner un peu le micro, vous imaginez bien. Brahim Snoussi, sur tout ça, c'est très intéressant. Très intéressant, absolument. On peut ne pas être d'accord, mais c'est intéressant. Je suis d'accord sur un certain nombre de points. Oui, d'accord. Absolument. Lesquels, par exemple? Dont celui d'une restructuration ou de donner un visage au Hirak. De donner un visage au Hirak. Des représentants. Des représentants. En cette période, je crois que c'est crucial. Et je pense que c'est... On n'a pas de raison d'avoir peur de la réaction populaire. Les gens sont prêts à donner un pouvoir à d'autres personnes qu'ils ont vues à l'œuvre, qui ont été mises en prison, qui sont incontestables. Enfin, c'est des gens qui sont reconnus comme étant sincères, comme étant honnêtes, etc. Et je oui, pense mais il faut que quelqu'un les désigne. Qui va les désigner? Je pense qu'il peut y avoir une espèce de consensus qui se dégage à la faveur peut-être d'une... Un plébiscite dans la rue? Pas un plébiscite dans la rue. Des congrès au niveau des wilayas pour désigner Par exemple. Au prorata du nombre de la population, par exemple. Par exemple, voilà. Hein? Donc il y a des possibilités. Techniquement, c'est toujours faisable. C'est possible. Et on sortirait sans doute un peu de cette... Parce que je crois... À condition que le régime accepte d'y participer et de laisser faire. Ah oui. Parce que sinon, s'il l'empêche... S'il l'empêche, ça veut dire que la négociation sera absolument. avortée dans tous les cas de figure, avant même que la question se pose. Absolument. Voilà. Alors, nous allons voir d'abord quelques images, parce que les gens continuent à sortir à Alger. Oui. C'est très massif. On est en train de nous dire, c'est incroyable. Les gens ne comprennent pas qu'une simple vidéo de ce monsieur qui est venu menacer les Algériens, plus ce discours de Gaït Saleh, puisse avoir déclenché ça. Regardez. C'est incroyable, hein? Oui, vous avez une preuve, quand on provoque son peuple, on a ça. Ouais, tout de suite. Maintenant, les Algériens réagissent tout de suite, au quart de ça tour. va sortir dans toutes les wilayas, vous allez voir. Vous pensez que les autres wilayas vont sortir? Vous allez voir, vous aurez des informations que dans toutes les wilayas aussi, ne serait-ce que celles du centre, ils vont sortir, ils vont répondre à Gaït Salah. Mais s'il n'y a que les wilayas du centre, il ne faut pas qu'il n'y ait que les wilayas du centre. Absolument. C'est celles du centre. De toute façon, ils vont sortir et donner une très bonne réponse à Gaït Salah. Parce qu'un discours comme ça, c'est un discours qui divise. C'est un discours qui divise le pays. C'est un discours qui divise. Et ça a tout le temps été, je crois, sa culture. Diviser pour régner. Ce que disent les amis, sincèrement, théoriquement, c'est faisable. Oui. Théoriquement, c'est une très bonne proposition. Mais on ne doit pas ignorer d'abord le commandement militaire. Ils ne veulent rien négocier. Et comme tu l'avais dit tout à l'heure, qu'ils pensent que le pays leur appartient. Ils pensent que l'Algérie leur appartient. Donc aujourd'hui, à partir du moment où ils refusent même le mot état civil. Vous avez vu comment il a riposté, il a répondu par rapport à ça. Il a pris ça comme une insulte. Comme une insulte. Comment vous osez dire ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Quand notre ami qui parle
Lui, Rushdie. d'une révolution 62, qui, à base révolutionnaire, tout ça. La Mais légitimité révolutionnaire. ça a été des coups d'État répétés. C'était le coup Depuis d'État de 62. l'armée des frontières, Voilà. qui n'avait rien de Il y avait légitime, d'abord le premier contre coup l'armée d'État, de la LN qui était Exactement. légitime. Ah, Ça a voilà. été, je ne vois pas où dit la C'est une légitimité. illégitimité révolutionnaire. Ils se sont donné une légitimité révolutionnaire, Ouais. mais en réalité n'ont jamais été légitimes. Le premier coup d'État, c'était en 57, à l'assassinat de Abban Hamdan, puis en 62, puis la guerre des wilayas, et puis en 65, et ça continue. L'arrivée de Bouteflika, c'est un autre coup d'État à la démocratie. Donc aujourd'hui, est-ce que le commandement militaire, le pouvoir réel en Algérie est prêt justement à céder le pouvoir aux civils? Je ne le crois pas. Je ne crois pas non La manière plus. dont il répond, la manière Mais dont dans il ce cas, répond, dans ce cas, où est-ce qu'on va aller alors? eh ben, كاين واحد il faut المعنى résister, Jamal. Je reviens à vous. Vas-y. Oui. واحد المثل بالعربيه يقول لك اللي معول على الخير يخليه موايره. الخير خليه مويره. هذا واش من مواير باين خلاهم يعني باين فيه او باين جاي من بعيد ولا بحب قال لك الخير. فوالا ولا العام يبان من الخريفه. صح. فوالا Non, mais- Tu me donnes vraiment un truc. Il y a un autre proverbe en kabyle qui dit Itzvan aussi kef. C'est-à-dire, quand la pluie, quand elle arrive, on voit quand même que la pluie va tomber. C'est-à-dire, il Ça se on voit voit de le loin. temps. وانا On voit le نقولوا temps. وجه الخروف معروف. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est clair. Ils ne veulent pas céder le pouvoir. S'il y avait une quelconque volonté de leur part de céder le pouvoir aux civils, le ça peuple serait l'aurait su. compris. Mais, Le peuple l'aurait alors, vas-y. compris. Aujourd'hui, pourquoi Alors le vas-y, peuple... le 12 نفرضوا le 12 massivement boycott. يخرج un président parce que قالت بن عرب عبو la constitutionnaliste même يخرج avec un très petit chiffre. بن براهم. Mais non, pas Ben Brahim, l'autre, L'autre, Ben Abou, Madame Ben Abou, Ben Madame Abou, Ben Abou, constitutionnaliste Madame Ben Abou. qui faisait Ah oui. partie du panel. Du panel Elle a de dit, Karim Younis. bon, elle n'a pas menti, hein, ce qu'elle a dit est vrai, hein, même si elle fait partie du panel, elle fait partie du régime, mais ce qu'elle a dit est vrai. Elle a dit la Constitution ne prévoit pas, même s'il y a 1%. Ah oui, mais c'est président vrai. élu. C'est Et vrai. alors Alors, imaginons que ce président élu qui va sortir va être élu à 2 ou 3 ou 4 ou 5%. Et que le Hirak continue. Ça va se passer comment? Djamaldine, je crois que le combat du peuple algérien, cette belle révolution, ne se limite pas au 12. Cette belle révolution va continuer jusqu'à l'aboutissement. Jusqu'à l'aboutissement. C'est quoi l'aboutissement? C'est la Deuxième République. C'est quoi l'aboutissement? C'est le respect de l'homme, des droits de l'homme. C'est le respect du citoyen algérien. C'est que les militaires vont rentrer dans leur caserne. On ne veut plus de militaires au pouvoir politique. Voilà. Donc aujourd'hui, le 12, ça sera le 13. Et le 13, ça la révolution va continuer. Sauf si il y aura une volonté politique de la part du pouvoir. Pourquoi le Hirak ne veulent pas désigner aujourd'hui, la révolution ne veut pas désigner des gens? Parce qu'ils n'ont pas confiance au pouvoir, c'est tout. Alors, Ils n'ont pas je confiance me permets dans de ce vous pouvoir. interrompre. Ils savent pertinemment que dès qu'on désigne quelqu'un, hop, c'est très vite. Je me permets de vous interrompre. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Je vais vous laisser un dernier tour de table, le mot de la fin, en moins d'une minute, s'il vous plaît. Aloui Rojdi. Puisqu'on parle de proverbe tel bled, je réponds à votre deuxième intervenant qui disait que qu'il n'y a pas de volonté politique, que le pouvoir, les militaires, mais ils ne vont pas négocier, même si on a une structure, etc., ils ne vont pas négocier. أنا نقول لهم كما يقولوا عندنا في قسنطينة تبع الكذاب الباب الدار. Voilà, exact. On met les structures de négociation et les modalités de négociation devant eux, et c'est à eux de les prendre ou de les laisser. Là, s'ils vraiment disent qu'on ne reconnaît pas ce que ce Hirak-là, ou ce représentant, ou là, on ne va pas venir négocier à travers, bien sûr, celui qui sera élu le 12, là, ça sera vraiment... Là, comme on dit ثم لا الكذاب وصلنا الباب الدار. Exactement. بارك الله فيك رشدي علوي. Merci d'être avec nous. J'espère vous revoir bientôt dans une autre émission. Brahim Snoussi. Eh bien, moi, je comptais dire un mot à Rojdi à propos des... Parce que je trouve que son discours est très intéressant,
très documenté, très charpenté, etc., très bien. Mais il jure avec la situation en Algérie, la situation réelle. Absolument. Moi, je n'ai jamais, quand je parle, si j'ai un adversaire face à moi, je ne dis jamais que cet adversaire est un imbécile. Jamais, au contraire. Je le tiens pour quelqu'un de très intelligent. Parce que je m'attends à combattre sérieusement pour l'abattre. Donc, je lui accorde un crédit peut-être supérieur à ce qu'il a réellement. Les exemples dans lesquels puise notre ami Rochdi parlent de l'Espagne, etc. Ce n'est pas du tout pertinent avec ce qui se passe en Algérie. L'Algérie est dans une situation particulière. Ça fait 57 ans que les gens rongent leurs freins. Ça ne date pas d'hier. C'est horrible. Il y a tellement d'épreuves. La décennie noire, pas expliquée. On met le truc sous le tapis. On sort comment on appelle ça, la grande réconciliation. L'amnistie, enfin, bref, la charte nationale pour la réconciliation. Voilà. Et donc, le propos est très bien, mais il est théorique. Et il faudrait peut-être trouver des filières différentes pour... C'est vrai qu'il faudra négocier à la fin des fins. Oui. C'est pas... Il ne faut pas s'en sortir comme ça. La guerre d'Algérie s'est finie avec les accords d'Évian. Voilà. Simplement, il faut bien cerner les contours des gens avec qui on sera amené à négocier. Donc il faut se préparer dans cette hypothèse-là. C'est ça que je veux dire. Merci. Alors vas-y. Vous avez cité l'exemple d'Espagne. Il y a aussi l'exemple du Chili. Oui. L'exemple du Chili où le général Pinochet avait obtenu, avec des négociations, une certaine immunité à vie. Il a été nommé sénateur à vie jusqu'à sa mort. Pour pouvoir jouir d'une immunité. D'une immunité jusqu'à sa mort. Donc là, il n'y avait aucun problème. Les négociations, de toute façon, il y aura des négociations avec le pouvoir réel. Absolument. Des négociations avec la volonté de Gaïd Salah de libérer le terrain politique, ou bien sous la pression du peuple algérien, il va finir par négocier, il va finir par céder. Parce que l'Algérie aujourd'hui, le peuple algérien veut un changement pacifique et radical. Merci. Un changement pacifique et radical. Alors vas-y, merci. Brahim Snoussi, merci. Aïssa Rahmoun, dommage que nous n'ayons pu le joindre. Dommage. Rochdi Aloui, merci. Merci à vous, chers amis. Vous êtes en train de sortir. On nous dit que le vendredi prochain sera un tsunami dans toute l'Algérie, dans toutes les villes d'Algérie. Personnellement, je pense que si réellement, le vendredi 40, les Algériens sortent en masse, ça comptera énormément pour la suite des événements. C'est une date butoir quasiment. Et nous allons vous laisser en guise de fin les images du Hirak en direct après cette émission. Silmiya, comme nous sommes en train de faire maintenant, ou Khawa, nous ne laisserons personne nous diviser. Nous sommes tous des compatriotes d'un même pays, d'une même nation et d'une même nation qui va naître à la vie et à la dignité. Yatikum saha, qala khair. ناظر وذن كذاب وذن كذاب كل ويك بغنا تغرب متسولة ذيان شورا ولوان سودة عكيضان والسلمة سلمسان ثغريت وشولي يتشور مثل حزان الصوت يتمني والسنة صقمان مذنك عقلي اللي فهمت أين تحسو دي ثمورتي ورزهي تسيدتي ونضحكو غافل داير رغير فهمت ايش تحسو نكلو لغد ذا مازيغ اضر زوانا بكنو